الزول في اللون السنة 26 فبراير إلى ديون سراج وزاليس ان بروفيسور رشيد بن حدادير ذي مونريال أسراج ميفكان الزول أمزروي أنت فيدرالية فرنسا نو كافير ثيرنير نسلالين أغلنا ونع l'histoire la Fédération de France du Front de Libération nationale شكون عطس ما تشطسين فلاس لا فيدراسيون دو فرانس دو اف ال ان نروح نسكليتيد نولات عطس تنقذيني ديالنا مس رشيد بن حدادي يكسعنا نزل عطس لهوني ومزغوي وكني شكون فلاس انت ثوين ايدي تدوني جينيراسيون فوتور نقال فغاس تخمعت ذي وينيث فنشتكي مشى نعس ولا شمكن سنخدم اسالير نغ مونتاجي لون ماشي كان وكاد دي توالين كيكي تيكيو 5 ماشا اغرفاز نوسكا تسبايدين سوين ايدينا شكون ديونو ناديين سوازا اللي سيخدم رشيد بن حددي ويا تسبب ديك سطاس سطاس يروح يمقلطس يغولا يعني من قالي سورس اما وكادي كوغانا تصف لا فيدراسيون كي تولي ما كانت لغا لا فيدراسيون دو فرانس يون يغاسني لندمس في الديرينس عمر بوداود كي تتولي مكاكير نروح نتحربي لينيفيتابل ما نتحربي كوغانا تصف ومزغوي انت ولا كنت عندي ايف كوريان وكادي كلان تسو ثاني نورد وكادي وارن شكون ربعا يدليسن ايف كوريان كي تولي مكاكير يروح يسق في دانير عليه هارون يقولان لا سيتيام ولاية يقولان بيان سور لا فيدراسيون دو فرانس دو اف ال ان اكن داني داحور جربال يقولان ازليس وزاليس لورغانيزاسيون spécial la Fédération de France du FLN qui était soit les Maca, Akdion, Francis Arné, Gilbert, Meunier, Gorin, l'histoire intérieure du FLN, 54 62 نشتكي كغاراثن رشيد بن حدادي ماشي كان نشكي كان يخدم رشيد بن حدادي اشكو يروح يوالدك كينا لان مزروي قلان حضرني ثالثة كي لا فيدراسيون دو فرانس ماشي ديونا حسين كيراسنا ميروي كي دحو جربال طلب احمد ابراهيمي يزغد تصكي كي يرد ما ولنا كيكي يتشدن غير الفيدراسيون دو فرانس دو اف ال ان غير بين الله لا كنت جاتو غد ولي اسانا كي رشيد بن حدادير يثيك النظام ويفكا ازوال استوار دو لا فيدراسيون دو فرانس دو فرون دو ليبراسيون ناسيونال يديلان ذي موريال سونتر هيومانيست دو موريال 26 فبراير. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être là pour cette conférence qui va être présentée par Monsieur Ben Haddad Rachid, que beaucoup parmi vous connaissent, sauf Wali, je pense. Donc, Monsieur Ben Haddad Rachid est professeur retraité en génie électrique. Et on remarque qu'il part tôt à la retraite maintenant, hein, très jeune. Il est récipiendaire de l'Ordre de l'excellence en éducation au Québec en 2018 et de l'Ordre national du Québec en 2016. Parmi ses réalisations, on peut citer entre autres, il y en a tellement, mais je vais en citer quelques-unes quand même. Contribution dans la formation de plus de 400 technologues et plus de 4000 ingénieurs. Auteur de plus de 100 d'une centaine de publications plus, dont une partie dans des revues et conférences. Encadrement d'étudiants et de stagiaires de différents niveaux. Organisation de colloques ici au Canada et à l'international, contribution dans des débats de société, commission parlementaire, régie de l'énergie, articles de presse, conférences publiques. La conférence portera sur l'histoire de la Fédération de France FLN. Je tenais à préciser que M. Ben Haddadi a fait une enquête, je dirais, très personnelle. En plus de ses lectures autour de cette question, il a voyagé en France, il vient juste de revenir d'Algérie, il est parti spécialement pour cette conférence, pour rencontrer des gens en Algérie. Il est rentré le 20, je crois, le 20 octobre. Voilà. Donc, après la conférence, elle portera, il y aura un cours sur la période de 28 de 26 à 55. Est-ce qu'on va parler de l'ENA? Très bref. La conférence abordera les différents thèmes, la guerre MNA-FLN, l'ouverture du deuxième front, le 17 octobre 61, les réseaux de soutien et bien d'autres sujets. Donc, je vous remercie pour votre attention et je donne la parole pour commencer la conférence. Bon courage.
Merci. Je m'assure de me présenter, ça veut dire que je ne suis pas historien, mais je suis probablement un féru d'histoire. Peut-être même quelque part j'ai raté ma vocation parce que j'ai toujours été attiré par tout ce qui est histoire-géographie. Donc cette conférence-là ne vient pas de nulle part, elle vient d'un hobby personnel que je n'ai pas pu satisfaire parce que j'étais occupé sur autre chose, en génie. Mais il n'est jamais trop tard pour se réorienter dans ce genre de choses. Et parlons d'histoire, les historiens travaillent avec les archives généralement. Sauf que dans le cadre de notre pays, comme vous le savez, où il n'y en a pas, où elles sont sous scellées. Ce qui fait que on a recours maintenant, pour reconstituer une partie de notre histoire, au témoignage. Il y a eu plus de 250 livres qui ont été publiés sur la guerre d'Algérie. Et des témoignages essentiellement, en plus des écrits des historiens. Et si vous voulez, le problème quand vous recourez à ce genre de sources, c'est que il y a naturellement, je dirais, chez l'être humain, une tendance peut-être à se valoriser davantage, à ajouter des noms, à en soustraire d'autres, des fois peut-être même d'en faire plus que requis. Donc il nous revient justement, dans le cas présent, de faire de sorte à ce que ce que je vais essayer de vous présenter, c'est pas juste une opinion personnelle, parce que je ne suis pas là pour mon opinion, elle est vraiment secondaire mon opinion, mais les faits. Et les faits, ils sont têtus, voici ce que c'est, il va m'arriver de vous dire voici ce que je pense, et moi je m'applique à moi ce que j'applique à mon entourage. Moi j'ai fait mes études en Ukraine, ça a oublié de spécifier, et les Ukrainiens, il y en a un autre aussi, d'autres, ils ont un très beau proverbe qui dit « Je te crois, mais je te vérifie ». Je dis régulièrement ça à mes enfants. Alors, croyez tout ce qu'il veut dire, mais vous avez aussi le devoir de vérifier que votre conférence également, ce qu'il comporte, mérite d'être écouté, mais vérifié également. Le challenge, donc, c'est vraiment de faire de sorte à ce que ce ne soit pas une confrontation de personnes. Vous allez voir, j'ai cité des noms. Les noms sont secondaires. C'est les idées que ces personnes véhiculent qui doivent être confrontées pour qu'on puisse voir un peu plus clair au sujet de cette partie de l'histoire qui est relativement méconnue. Déjà, l'histoire de notre pays, globalement, vous le savez, on est tous passés par là. Il y a une tranche qui est occultée, il y a des faits qui sont déformés. Et dans le cas de la Fédération de France du FLN, c'est encore plus aigu parce que d'abord elle n'est pas enseignée et peut-être ce qui est porté à la connaissance du large public mérite peut-être d'être discuté davantage, de considérer que c'est des opinions souvent, c'est pas forcément des faits établis. Alors on y va sur le contenu. De quoi il va être question? Je vais d'abord vous faire une histoire de la Fédération de France du FLN. Je vais couvrir un siècle d'histoire. Donc clairement, moi pour faire ça, je sais d'avance que les intérêts et les prérequis des gens sont différents. Je vais m'assurer de sorte à ce que si vous ratiez une partie, ça n'ait pas d'incidence. Et je distingue donc, si vous voulez, pour l'histoire de la Fédération de France, 3 étapes, si vous voulez, ou trois échelons. Le premier, je vais le survoler rapidement. Parce que n'oubliez pas, mathématiques, c'est vraiment la Fédération de France du FLN, mais je dois vous parler de la Fédération de France du MTLD. Sinon, vous ne comprendrez pas ce que c'est que la Fédération de France du FLN. Donc, je vais toucher très brièvement une rétrospective 1926 à 1955. Pourquoi 1955? Déjà, première question, vous allez le voir, parce que la Fédération de France du FLN a commencé à voir le jour en janvier 1955. Puis la deuxième partie, je vais la subdiviser en 2 parties. 55-57, parce que les précurseurs sont partis de 0, et puis milieu 57. Puis milieu 57 jusqu'en 62, où c'était déjà une nouvelle étape de cette organisation-là. Donc, ça va être sommaire relativement. Il sera question de guerre MNA FLN, parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la Fédération de France du FLN si on ne comprend pas cette guerre-là. Ben, je vais vous livrer les faits, comment ils ont été.
et comment ils sont colportés, peut-être que ça mérite d'être réexaminé. Ouverture deuxième France, ça c'est le 25 août 1958. Ben, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un pays colonisé porte la guerre dans le pays qui le colonise. Peut-être que ça, c'est pas suffisamment connu, et surtout, je vais vous le montrer, c'est dénigré par certains. Les réseaux de la Fédération de France du FLN, je vais les survoler rapidement. Il y en a eu tellement, et vous allez voir le grand mérite justement des leaders de cette Fédération de France qui ont été capables d'aller chercher ces soutiens-là qui ont été d'une aide incroyable, très très positive. Je parlerai du 17 octobre 61, on vient de le célébrer, j'étais à Alger, et peut-être qu'il y a à dire, moi je vous donne ça sous l'angle politique. Pourquoi il y a eu ça? Parce que il arrive que ce 17 octobre 61, certains historiens déforment sa finalité. Quand on dit que 17 octobre a été initié pour mousser des carrières, moi j'ai les cheveux qui montent en l'air parce qu'on le voit clairement que ce n'est pas le cas. Et puis, je vais vous montrer le parcours de 3 condamnés à mort. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 3 condamnés à mort? C'est que, ben, à un moment donné, je les ai rencontrés, côtoyés. Et je vais en parler assez brièvement, mais ces 3 condamnés, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un proche, ça peut être un voisin, ça peut être des personnes dont vous avez entendu parler. C'est monsieur et madame tout le monde, ces 3 parcours-là. Mais vous allez voir là que même sans avoir été à l'école, on va dire à la grande école, on a eu quand même des parents, on va dire, ou des proches qui étaient extraordinairement tournés vers l'avenir du pays, vers l'avenir des enfants. Donc je vais vous présenter ces 3 parcours-là, et ça tombe bien, là je vais l'introduire. Il est en lien avec les réseaux de la Fédération de France du FLN, et le 3e, il a participé à la guerre MNA, donc vu de l'intérieur. Parce que quand on lit et quand on lit des livres et qu'on rencontre les personnes qui ont écrit ces livres, je ne sais pas c'est quoi votre sensation, mais pour moi, c'est 2 choses très très différentes. Parce que dans l'écriture, vous avez beau avoir le meilleur talent du monde, il y a des choses que vous ne pouvez pas mettre. Mais quand vous entendez la personne, quand vous sentez la personne qui vous parle de ça, votre raisonnement globalement, il va être altéré. Et puis on y va avec quelques conclusions, suggestions. Je vais vous donner ma bibliographie. D'habitude, je la donne toujours à l'arrivée. Mais il y en a 6 que je vais vous donner dès le départ, parce que je veux que ce soit clair qu'est-ce que je dis, je veux que ce soit clair d'où je tire ce que je dis, et puis je vous présente ces bibliographies-là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bibliographie? J'ai 2 acteurs majeurs de la Fédération de France du FLN. Donc lui, il est coordonnateur, donc le chef de la Fédération de France à partir de mi-juin 1957, et lui, arrivé une année plus tard. Je pense bien qu'ils ont collaboré ensemble au Maroc et que possiblement qu'ils soient des amis, mais je ne sais pas. Vous avez également 2 historiens algériens, les 2 probablement les plus connus, l'un qui est la référence dans le domaine de l'histoire contemporaine de l'Algérie, et l'autre qui est aussi très très connu, Dahoud Djerbat. Et puis vous avez 2 visions de l'extérieur. Bon, lui, il est plus journaliste qu'historien, mais c'est quand même le premier livre d'histoire de l'Algérie qui n'est pas l'histoire officielle. Je pense que la majorité d'entre vous, du moins ceux qui ont des cheveux blancs, ont fait leur premier apprentissage avec les 4 livres-là d'Yves Courrière. Et puis vous avez un autre aussi qui s'appelle Gilbert Meignier, un gros livre, il est là quelque part d'ailleurs le livre. Dans le cadre de la Fédération de France du FLN, parce que je ne touche que la Fédération de France du FLN, ben, je vous le dis tout de suite, si vous lisez Harbi, vous n'avez pas besoin de lire Gilbert Meignier, c'est copier-coller, mais avec d'autres mots beaucoup plus sophistiqués, et j'assume mes propos, aucune nouvelle idée, alors que je l'apprécie beaucoup
sur d'autres sujets que la Fédération de France du FLN, mais je vais vous dire pourquoi, à mon sens, c'est comme ça. Allez, on commence avec le premier, Omar Boudaoud, un vieux militant du PPA, arrêté 2 fois, 45-49. Donc c'est un cadre de l'os qui a été torturé, qui a impliqué ses 4 frères, hein, sont impliqués dans la guerre de libération nationale. Tous, probablement, vous connaissez Mansour qui était au Malg, vous connaissez peut-être moins Ali. Ali, il était le chef d'une wilaya en France. Chef de wilaya, c'est juste au-dessous du comité fédéral, donc un niveau très élevé. Lounès, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Alors, Omar Boudaoud, quand il est sorti de prison, il est parti en France. De là, il est parti au Maroc. Il s'est parti du Maroc, il a été nommé coordonnateur, donc chef, si vous voulez, de la Fédération de France du FLN, je disais tout à l'heure, juin 57. Alors, c'est quoi sa particularité, ce Omar Boudaoud? C'est à Ben Ramdan qui l'a nommé. Et vous allez trouver 3-4 livres qui vous parlent. Ils se sont rencontrés 2 fois, 1 fois, 10 fois. Moi, je peux vous assurer, j'ai énormément fouiné là-dedans. Ils ne se sont jamais rencontrés. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est pour lui dire: est-ce que vous acceptez d'être nommé en France? Il lui a dit: donne-moi le temps, je vais réfléchir. 2 jours après, ils l'ont rappelé avec son ordre de mission d'aller en France. Il n'avait même pas besoin de son avis. C'est, comme disent les anciens langues arabes, Amr Tabak, donc tu vas en France tout de suite à partir du Maroc. Et il a collaboré avec les 3B. C'est un cas unique. Il a collaboré avec les 3B parce qu'il a séjourné longtemps au Maroc, donc il a travaillé avec Boussouf. Et puis la Fédération de France du FLN dépendait du CCE. Donc le CCE, quand Aben a été assassiné, c'est Kirim qui a pris le relais. Et puis le CCE il a été rattaché au ministère de l'Intérieur, donc Bentobal. C'est un cas unique. Ce gars, c'est une autorité naturelle, tout simplement. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est inné probablement. Il a beaucoup réalisé parce que, je vais vous illustrer un peu, depuis qu'il a pris le relais, il a beaucoup fait dans l'encadrement des immigrés et la sensibilisation des élites progressistes européennes. Et contrairement à beaucoup, très peu parlé, mais il a un livre. Mais c'est un livre autobiographique. Donc, j'en parle. Dans le conflit GPRA-EMG, à l'arrivée, il a engagé la Fédération de France du côté légaliste. Je vous en parle parce que c'est probablement la raison principale pour laquelle ce monsieur, on lui a mis un couvercle dessus, parce qu'il n'était pas du côté des vainqueurs, comme vous pouvez le savoir, mais plutôt du côté des vaincus. Son livre, c'est un livre autobiographique. Donc, quand c'est autobiographique, normalement, moi, je n'ai pas de commentaires, sauf que j'ai trouvé à redire à l'intérieur, parce que certaines informations sont évasives ou bien inexactes. Je vais vous illustrer, il y en a 2 qui sont importantes. J'y reviendrai, je peux vous toucher un mot tout de suite là-dessus. C'est que pour lui, le CCE n'a jamais donné l'ordre à la Fédération de France d'abattre l'élite du MNA. Or, il y a un document qui existe, qui montre que oui, le CCE a donné l'ordre de tuer, donc d'assassiner l'élite D'ailleurs, c'est simple, hein, ils ont été tués à l'automne 57. Et Boudaoud est arrivé juin 57, donc quelques mois après son arrivée. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est un sujet très sensible, surtout aujourd'hui. Révisionnisme, on voit le messalisme qui revient, mais il ne faut pas rejeter ça, il faut juste qu'on prenne ça du côté du débat, parce que pour moi, les messalistes ne sont pas des harkis, contrairement à ce que beaucoup véhiculent, c'est des nationalistes, sauf qu'à un moment donné, ils étaient dépassés par l'histoire, tout simplement. On y reviendra. Deuxième auteur, Ali Haroun. Ali Haroun, probablement beaucoup plus connu, lui c'est un avocat. Ce n'est pas un livre autobiographique, c'est un livre beaucoup plus dense, il y a beaucoup d'analyses.
Et il a quand même un grand mérite. C'est l'un des livres peut-être de référence pour comprendre ce qu'on appelle la 7e wilaya. Je vais en parler après. 7e wilaya depuis le congrès, pas le congrès, mais la rencontre du CNRA de 59. Lui, il est venu un peu plus tard et beaucoup disent que c'est Boudaoud qui l'a ramené. Je n'ai pas de preuves, mais il se peut que ce soit effectivement le cas. Lui aussi, il a des informations, je vais en parler, qui sont inexactes ou erronées. Il y a des questions importantes qui ne sont pas abordées. Je vais y revenir. Parce que normalement, lui, contrairement au livre précédent, lui, il couvre quasiment toute l'histoire de la Fédération de France du FLN, y compris l'époque où il n'était pas là-bas, parce que lui, il est là-bas juste à partir de 58. Troisième livre, troisième auteur, Harbi. Incontestablement l'un des meilleurs. Ma référence, ils disent le meilleur, mais moi, j'ai une autre terminologie. Un des meilleurs, histoire de l'Algérie contemporaine. Un immense avantage avec lui, c'est les idées qui sont discutées. Il a une contribution exceptionnelle, une pensée politique très profonde, il connaît les institutions, les hommes, il a occupé des postes très importants et il a ses propres archives, ce qui n'est pas rien. Autre qualité, le courage d'assumer idées et positions. Vous n'êtes pas obligé de les partager, ce qui est mon cas, mais il les assume, ces positions. Il est très critique vis-à-vis des pouvoirs. Vous regarderez ici, pouvoir, c'est au pluriel. Difficile de dire pour qui il roule. Souvent, on dit pour qui il roule lui. Moi, je ne vous dirai jamais qu'il roule pour X, Y ou Z. Je vois chez lui un régionalisme qu'on peut qualifier de régionalisme positif. Parce que dans ses écrits, il met en lumière le Harrouch, il met en lumière Skikda, sa région d'origine. Mais il n'y a pas de chauvinisme dans ses propos. Moi, c'est pas un a priori, mais quand je vois quelqu'un qui valorise sa région de naissance, parce qu'il n'y vit pas, moi, je suis tout oui, parce qu'il fait ressortir les qualités des gens de sa région. Il a certain nombre de citations très profondes. Tout à l'heure, j'ai une chose certains d'entre vous. Citation qui me vient à l'esprit en ce moment. Il vous dit, par exemple, le FLN, c'est l'organe de l'ALN. Et en fait, c'est pour vous dire que c'est l'armée qui gouverne depuis toujours pour lui. Il dit Krim a liquidé Benay Wali en 1956, mais il a réalisé son vœu de 1948 d'avoir une Kabylie unie, parce que la Kabylie a été unie uniquement après le congrès de la Soumam. Il y en a d'autres aussi. Alors, moi je pense qu'il y a un autre Harbi, un deuxième Harbi, qui n'a rien à voir avec le grand historien. C'est Harbi, acteur politique. Il n'a aucune distance avec les événements qu'il décrit. Il a un parti pris flagrant, il a des critiques acerbes. Exemple, il ne reconnaît aucun mérite à la Fédération de France après 1958. Pourquoi 1958? Parce que lui, il a dû quitter, on l'a fait quitter la Fédération de France à partir de septembre 1958. Et il utilise des mots que, normalement, si les gens étaient vivants, ils pourront l'attaquer en justice. C'est juste inacceptable qu'un j'allais dire un scientifique, mais il n'est pas scientifique, mais historien, pour moi c'est pareil. Il est inacceptable d'utiliser un certain nombre de termes, d'appeler vos collègues des manipulateurs. C'est des propos plus qu'excessifs. Ils doivent être dénoncés par nos historiens. Je ne suis pas historien, mais je le fais parce que il n'a pas le droit tout simplement de tenir un certain nombre de propos qu'il a tenus, on y arrive. Offensant, inacceptable. Je pense, ça c'est une opinion, donc quand c'est une opinion, prenez ça juste comme opinion. Je pense qu'il est aigri. Parce que pour lui, la Fédération de France du FLN représente une étape, lui-même le dit, une étape très importante dans sa carrière. Et il le dit, j'ai été brimé. Mais je vais vous dire tous les cas qui se sont présentés sur tous les dossiers et à vous d'avoir votre propre opinion. Est-ce qu'effectivement il a été brimé ou pas? Il a fait
23 vidéos d'interviews avec un journaliste. Moi, j'ai regardé les 23. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'Algérie, je vous suggère de les regarder. Quand il vous parle, par exemple, du 8 mai 1945, moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler du 8 mai 1945 comme lui, il le fait. Il était enfant, 10, 11, 12 ans peut-être, mais la façon avec laquelle il a décrit, c'est comme s'il y était comme adulte. Et c'est très, très important pour l'histoire de notre pays de comprendre cette partie-là de notre histoire qui est très peu connue. Il la porte très bien. Mais les deux vidéos, on va dire, c'est des enregistrements de 1h30 à 2h chacune. Hein, donc c'est une moyenne de 40 heures à peu près. Et numéro 6 et numéro 7, c'est la guerre MNA-FLN et la Fédération de France du FLN. J'oserais pas vous dire le nombre de fois que je l'ai regardé parce que la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de mal le citer ou bien de dire des choses qu'il n'a pas dites. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est translaté. Voici son propos tel quel. Autre auteur algérien, donc historien, Dahoud Jerbal. Dahoud Jerbal, lui, il a écrit ce livre, qui est le livre de référence pour ceux qui veulent comprendre l'organisation spéciale de la Fédération de France du FLN. Tout de suite, là, pour ceux qui ne sont pas habitués, on a l'organisation spéciale qui a été créée en Algérie. Elle, c'est 1947, 48, démantelée, 49, 50. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment en France. Je ne me concentre que sur la France, mais je suis obligé de parler de l'Algérie également. Et donc, ce livre, en termes de richesse et pertinence, c'est le premier, tout simplement, qui décrit dans le détail cette organisation spéciale. Et regardez qu'est-ce que vous avez comme personnes qui l'ont aidé à écrire ce livre. Boulharouf, Boulharouf, Msaoud Gedrouj, Mohamed Harbi, Ali Mhsas, Ahmed Doum, Talib Ibrahimi et Moussa Qbailino. Tout ça, ils ont fait partie du comité fédéral de la Fédération de France du FLN à un moment donné. Moussa Qbaili, lui, c'est une contribution énorme également. Lui, il était l'adjoint de l'Adlani, mais il s'occupait de Paris. Aït Mokhtar, vous devez absolument le connaître en termes d'apport. C'est qui ce Nasreddin Aït Mokhtar? Ce Nasreddin Aït Mokhtar, c'est lui qui a été derrière la création de l'os. Et c'est lui qui a commencé ce livre. Mais sentant sa santé fragile, il a pris contact avec Dahoud Jerbal pour continuer ce livre. Et Dahoud Jerbal s'est entouré de tout ce monde-là. C'est un livre extraordinaire. Je vais le dénigrer, mais quand vous m'écoutez, vous devez prendre les deux côtés. Là où je dis du positif, il est là. C'est probablement le seul livre, le meilleur livre sur l'organisation spéciale. Mais je vais dire la suite. Oui, j'ai pas fini. Ourari, Haraïk et Aliwat, je vais parler, ça c'est deux femmes, c'est Aïcha et Zina. Elles ont énormément contribué dans la Fédération de France du FLN, soit transport des armes, soit autre. Ourari, lui, c'était un jeune boxeur avec un avenir prometteur qui s'est rapidement, il est encore vivant, qui s'est rapidement engagé avec la Fédération de France du FLN. Là maintenant, c'est le côté court, non, côté jardin. Côté court, dans ce livre, très peu d'analyse des propos rapportés et où il n'y a pas de confrontation des témoignages. Et puis surtout, ça, j'ai pas de problème avec. Vous comprenez comment que je fonctionne pour qu'on soit sur les mêmes longueurs d'onde, vous et moi. Moi, quand vous me ramenez ces acteurs-là, qu'ils vous décrivent ce qu'ils ont fait, je translate un sur un, tel quel, sur une demi-page, une page, voire deux pages, ça ne me cause aucun problème. Là où il y a un problème, c'est que quand il implique, par exemple, Mohamed Harbi. Mohamed Harbi a écrit des livres, il a écrit beaucoup plus que lui. Il ne peut pas citer Harbi sur une demi-page. Ça ne passe pas. J'ai de la misère avec ça. Et non seulement il le cite, mais quasiment dans tous les grands dossiers, il s'aligne sur son point de vue. Pour moi, c'est un laudateur, c'est un terme très respecté, ça montre comment il s'est comporté. Il a à tout prix pris position pour Harbi. Il n'avait pas à prendre position, il est historien. S'il y a un problème entre Harbi et d'autres acteurs, il doit citer les deux, il doit montrer
où est le problème, et c'est qui a tort, c'est qui a raison, mais pour lui, Harbi a toujours raison. Autre défaut de son livre, il y a un manque flagrant de rigueur dans l'usage de la bibliographie. Je viens de dire, vous ne pouvez pas écrire un témoignage sur une page, c'est juste le témoignage. Plus grave que ça, vous n'avez pas le droit, si vous utilisez la bibliographie, de citer un livre qui n'est pas sorti. C'est aussi simple que ça pour nous autres scientifiques. Pour les historiens, je ne sais pas, mais je pense que c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous référer. Parce que si vous citez quelqu'un, c'est pour qu'on aille consulter ce que quelqu'un a écrit, a dit. Or, le livre n'est pas sorti, vous ne pouvez pas le citer. Je pense que je devrais accélérer parce que la matière, la vraie, n'est pas là. Je pense. Alors, deux acteurs français. Donc, Yves Courrière, c'est le livre de référence, donc en termes de richesse et pertinence. C'est le premier qui a contribué réellement dans la compréhension, la démystification de notre histoire lors des années de plomb. Je fais référence aux années jusqu'en 1978. Donc, et ce livre, il est basé sur les témoignages d'acteurs de premier plan. كريم بالقاسم بن طوبال الأخضر بن طوبال أيت أحمد حسين عمرو عمران بن خدا فرحة عباس علي محساس ياسف سعدي زبير بوعجاج بن يحيى وصديق les deux Omar et Morad Mohamed Yazid Dahilas et pour la Fédération de France deux acteurs, deux témoins de premier plan Terbouch Morad Terbouch et Mohamed Lebjaoui. On n'oublie pas, le premier est sorti en 1968 ou 69. Moi, je n'étais pas encore au lycée, hein, j'étais, je ne sais pas, en quatrième quand j'ai lu le premier. Ils sont sortis l'un à la suite de l'autre. Et ce livre aussi, vous avez cette richesse-là, une richesse tout aussi élevée du côté des témoins français. Partie française. L'avantage de ce que j'ai beaucoup aimé, vous pouvez lire la partie qui vous intéresse, sa chronologie sur les 4 tomes. Dans mon cas, moi, j'ai relu la partie Fédération de France, sans avoir à vous taper 4 fois 650 pages à peu près. C'est beaucoup si vous travaillez sur un projet déterminé. C'est très, très flexible, ça se lit très, très bien. Et moi, j'ai mis un point d'interrogation ici, donc j'ai décelé chez lui un penchant néocolonial évident. Il me paraît de prime abord. Et chez lui, là, il y a une constante logique d'opposer arabe et kabyle. Elle est présente systématiquement dans toutes les pages. Et ce qui manque ici, c'est l'excès mène à la filouterie. Je peux vous illustrer avec un cas, si ça vous intéresse. J'ai mis ça dans mes annexes, que le gars, il est dans la filouterie. Il peut pas écrire ce qu'il veut. C'est un journaliste, je comprends, mais c'est un livre d'histoire aussi. Le dernier, Gilbert Meignier. Gilbert Meignier, il est considéré parmi les meilleurs historiens de l'Algérie contemporaine. Lui, il a la passion de l'Algérie. Si vous regardez son parcours, il était à Ouled de Chaïh en 62 pour l'alphabétisation de notre génération. Et il s'est beaucoup investi, il a enseigné dans un lycée d'Oran, puis à l'université de Constantine. Il s'est mis à la langue arabe à la fin des années 60. On l'a surnommé Cheikh. Je ne sais pas si c'est l'influence de Harbi, mais il a également des citations qui sont des modèles. Je passe rapidement. Dans son livre en introduction, il vous dit « J'utilise les archives de Vincennes et les archives personnelles de Harbi ». Et Harbi, qui a préfacé le livre, dit ça nous prend, c'est excellent, c'est un regard extérieur. Par contre, dans la partie Fédération de France du FLN, je l'ai regardé, c'est 800 pages le livre, mais la partie Fédération de France du FLN, peut-être 50, 60 pages, c'est du copier-coller de Harbi, position, c'est juste les mots qui sont différents, puis des mots qui sont blessants. Parce que je ne sais pas si c'est l'influence de Harbi, lui aussi, il n'a pas le droit d'utiliser un certain nombre de termes à l'encontre d'un certain nombre de... Quand il vous dit Aït Ahmed a soutenu la Souman parce qu'il est kabyle, ou quand il vous dit Boudaoud parlant kabyle au kabyle lors du Conseil fédéral pour que les Arabes ne comprennent pas, j'en arrache avec ça, mais c'est soufflé. Harbi n'a pas écrit ça, mais c'est soufflé à l'oreille. Aussi, dans son introduction, il dit « J'ai utilisé les archives de Vincennes ». Il a cité
le fameux mulet qui s'est enfui avec les documents lors du congrès de la Soumam. Il a cité l'avion détourné et il a cité le troisième, la mort d'Améroche. J'ai regardé la partie mort d'Améroche, j'ai regardé la partie, donc le mulet qui s'est enfui. Il n'y a aucune trace de ces documents-là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je vous dis, ce livre, moi, il est là. Je l'ai lu quand il est sorti, il y a un peu plus de 10 ans, mais je ne l'ai pas relu intégralement. Peut-être que ces extraits sont ailleurs, mais leur place, c'est quand vous parlez du congrès de la Soumam, que vous devez produire des documents qui proviennent du mulet qui s'est enfui avec les documents. Tout le monde, j'imagine, connaît l'histoire du mulet qui s'est enfui avec les documents. Ils ont changé de lieu de rencontre pour le congrès de la Soumam. Ok, on y va avec l'histoire de la Fédération de France. On commence avec celle du MTLD. Donc, le nationalisme algérien est né avec l'étoile nord-africaine 1926, porté par des personnes très connues à leur époque, comme Djeffel, Rajaf, Sidjilani. Mais celle est venue plus tard, et Amarimesh est venu beaucoup plus tard également. Ce parti a été interdit en 1937, était interdit, était au pouvoir alors en France, comment on appelle ça, pas le Front National, mais le Front Populaire, merci, 36, le Front Populaire, et juste après, ça c'est Messali qui l'a créé, le PPA, Parti du peuple algérien, est créé par Messali, qui s'inscrit dans la continuité de l'étoile nord-africaine. Et principe de fonctionnement, l'influence communiste, c'est le centralisme démocratique. Oui, mais 45 est un moment important de notre histoire, parce que les Algériens, comme presque tout le monde d'ailleurs dans le monde, sont sortis pour célébrer la victoire sur les nazis. Dans un certain nombre de régions de pays, il y a eu une répression très, très importante. On parle de 45 000 morts. Au jour d'aujourd'hui, les autorités françaises situent ces chiffres à, on va dire, beaucoup moins, 8 000, 9 000. Mais c'est clair que ça a laissé des traces indélébiles. Katib Yassine a dit dans un de ses livres, je pense que c'est Nejma, que c'est là où s'est formé le nationalisme réel, son nationalisme personnel à lui, avec les événements de 1945. MTLD, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, de nouveau, c'est Messali El Hadj, qui est sorti de prison juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui a créé ce parti dans la perspective des élections de l'année suivante. Donc il a participé aux élections. 1947, premier congrès, déjà les premières escarmouches, des débats houleux, surtout la critique de la direction, totalement absente. Le parti était totalement absent lors des manifestations de mai 1945. Et surtout, naissance de l'organisation spéciale, qui était déjà inscrite dans une perspective de lutte armée. Donc, et elle était cloisonnée sur la base de la technique pyramidale. Donc, un chef connaît trois, et chacun des trois recrute trois, ils ne se connaissent pas entre eux. J'y reviendrai si vous en avez besoin. 1949, première grande crise du parti, crise dite berbériste. Cette crise illustre en fait le profond malaise qui sévissait dans le parti sur la définition de la nation algérienne. L'Algérie algérienne pour le courant, on va dire, laïque, qui est arabo-musulmane pour les autres. Et ça a eu beaucoup de conséquences, puisque une frange de l'élite de l'époque s'est retrouvée exclue du parti. Je parle de Rachid Ali Yahya et de ses amis. Et pour procéder de la sorte, pour que ça ne se renouvelle pas, ça c'est un moment un peu mal connu de notre histoire. La Fédération de France du MTLD s'est retrouvée à partir d'avril 1949. On a eu un conférencier, Guénon, certains d'entre vous étaient là, qui est venu nous présenter la crise de 1949. Il a situé, Guénon qui a travaillé beaucoup sur ça, il a situé à peu près
on va dire début mars 49. Et en avril déjà, le parti a réagi puisqu'il y a une délégation permanente qui est désignée. Et la délégation permanente, Harbi a beaucoup de mérite dans ça. Il dit que c'est une police pour veiller à ce que la ligne du MTLD soit la ligne officielle du parti. Et c'est cette délégation permanente qui nommait les responsables presque à tous les niveaux, surtout le niveau élevé, zonal et wilaya. Donc, dans son livre, Guennoun pose une bonne question. C'est l'absence de gens de Kabylie dans les 22, par exemple. Vous avez, ceux qui veulent faire leur recherche, des éléments de réponse dans la délégation permanente. Je pense que c'est une question qui mérite d'être fouinée. Et le sujet, ce n'est plus un sujet tabou. J'espère que plus de jeunes chercheurs, je parle d'historiens, vont s'y engouffrer. Mais je pense que la bonne piste à prospecter, c'est cette délégation permanente qui a fait que elle a fait le travail qu'elle a fait, les nominations auxquelles elle a procédé, qui ont eu des conséquences. L'os a été démantelé et suppression du PPA qui est devenu clandestin, mais il y a une aile qui est gardée légale, MTLD. C'est le MTLD qui a créé l'os. Le MTLD a été créé en 1946 et premier congrès 1947, ils ont officialisé l'existence, je reviens en arrière, l'existence de l'os. Sauf qu'il y avait un PPA et à l'époque, le PPA était clandestin. Il est resté le PPA. Mais le parti officiellement représenté, c'est le MTLD, parce que le PPA, il n'avait plus d'existence légale en tant que tel. Un moment très très fort, début des années 50, départ en masse en France de cadres. Ici, je fais référence essentiellement à beaucoup de leaders. Premier d'entre eux, j'en ai parlé tout à l'heure, Boudaoud, soit ceux qui étaient recherchés, exemple Tidous Mourad, Boudiaf, voyons donc, je viens de citer son nom, Omar Boudaoud, ils sont partis en France ces années-là. Donc c'est des départs massifs. Soit c'est des gens qui étaient recherchés en Algérie, soit des gens qui sont sortis de prison, le cas de Boudaoud, qui sont partis en France. Et ces années-là également, exacerbation des tensions à l'intérieur du parti entre ce qu'on appelle les centralistes et l'aile messaliste. Avril 53, deuxième congrès du MTLD, c'est là où les messalistes ont été évincés du pouvoir. Et la crise est devenue ouverte la fin de la même année, 53. Si on regarde la France, les messalistes et centralistes, ils ont essayé de rallier les Kasma, mais c'était la razzia de l'aile messaliste. Quasi totale. Presque toutes les Kasma en France étaient d'obédience messaliste ces années-là. Le CRUA. Le CRUA, il y a Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Il y a beaucoup de confusion sur ce CRUA-là. Il a été créé le 23 mars. Son objectif était de procéder de sorte à retrouver l'unité du parti, rallier de nouveau les centralistes avec les messalistes. Il a échoué dans sa tâche. C'est pour cela qu'il a été dissous. Ce n'est pas le CRUA qui a lancé la révolution. Si vous prenez, par exemple, je vous disais, voyons donc, Haron, dans son livre, il dit la révolution a été lancée par le CRUA. Non. Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, donc créé le 23 mars, mais ce comité est dissous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce comité pour que vous compreniez pourquoi ça n'a pas fonctionné? À la rigueur, celui qui s'intéresse peut facilement le comprendre, c'est qu'à l'intérieur de ce comité, vous avez les gens de l'os, exemple Ben Boulaïd et Boudiaf, les têtes pensantes, et vous avez également certaines personnes issues des centralistes. Je fais référence à Hussein Lahouel et Dakhli, très très influents à leur époque. Donc les centralistes étaient comme intéressés par ce projet, alors que les messalistes étaient exclus de ce CRUA-là. Donc, quand il y a une rencontre de dernière chance, quelque part, j'en parle, non, je ne la vois pas ici, il y a une rencontre de la dernière chance, Boulahia, ce n'est pas moi qui l'appelle Boulahia, mais tous les gens de l'os appellent Messali Boulahia, les a envoyés balader, dit, je ne veux pas entendre parler de vous, je ne peux fonctionner qu'avec les pleins pouvoirs. Et partant de là, le CRUA a été dissous.
chose importante, ça c'est dans le livre de Yves Courrière. À l'époque, le renseignement français, les renseignements généraux, ne distinguent pas le PPA clandestin, le CRUA et l'organisation spéciale. Tout ce qu'ils savent, c'est que le MTLD, c'est juste là pour la vitrine, c'est un paravent. Donc ils ont été réellement surpris par le 1er novembre. Alors, on a eu 2 congrès distincts. Un congrès en Belgique, au mois de juillet, ça c'est l'aile messaliste, et un mois plus tard, à Bellecour, l'aile centraliste. Donc la rupture est consommée, totalement consommée. Donc il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle les activistes. C'est qui les activistes? Essentiellement des gens de l'os et d'anciens voyons donc, pas les messalistes, mais les centralistes, qui ont pris les devants dans le CRUA. À partir du CRUA, il y a eu l'émergence des 22. Les 22 ont donné naissance aux 5, qui sont devenus 5 plus 1, 6, qui sont devenus les 9 qui ont lancé la révolution. Donc 1er novembre, naissance du FLN. À l'époque, la Fédération de France du MTLD, elle était essentiellement, pas plus de 90%, d'obédience messaliste. Le 5 novembre, le MTLD a été dissous. Il y a eu des arrestations. Ce qui manque ici, c'est la création du MNA. MNA, c'est le mouvement nationaliste algérien, c'est le parti de Messal el-Hadj. Certains disent qu'il a vu naissance fin novembre, mais sa fille, dans une interview, elle était sa secrétaire, dit que c'est décembre 54 que le MNA a été créé. Donc voilà pour cette partie. Donc comment la Fédération de France du MTLD a switché vers la Fédération de France du FLN. C'est cette partie que je traite ici. Donc c'est Mourad Talbouch qui, sur initiative investie par Goudiaf, a constitué le premier noyau du FLN. Donc il s'est entouré de ces personnes-là. Je passe rapidement, je vais arrêter sur les moments propices, mais ils n'ont pas travaillé beaucoup parce qu'ils ont été arrêtés 5 mois plus tard. Le 26 mai, Talbouch a été arrêté, Madi grillé, Mercès a quitté la France. Il ne restait que Guerras et Dom, qui ne se connaissaient pas. Donc, par contre, tous les deux connaissent Ben Salem. Donc, c'est Ben Salem qui les a réunis et il leur a ajouté Guerras. Guerras, c'était leur tête pensante pour constituer le 2e comité fédéral en France. La majorité des historiens ne donnent pas ce premier comité. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est un comité avec 8 séquences. La majorité des auteurs vous donnent 3 et 4. Moi, j'en fais 8 parce que je suis capable de les justifier. Souvent, la composition a une incidence sur la politique qui est suivie. Donc, c'est une direction collégiale de ces 4, mais leur légitimité, elle est autoproclamée et elle est contestée. Ce qui est arrivé, c'est que Salah Louachi, l'été 55, il a été envoyé en France par Abad Al-Dan. Très très mal accepté, mais Salah Louachi a eu la grande intelligence de ne pas se présenter comme le nouveau chef, mais quelqu'un qui vient pour les relations avec les partis de gauche et servir de relais avec Ahmed Doum, qu'on appelle Reda. Ahmed Doum, je l'ai rencontré la semaine passée pour votre information. Ensuite, dans la même période à peu près, on a ajouté Taïb al-Hrouf, Mounji, Talib Ibrahimi. Talib Ibrahimi, qui gérait l'association des étudiants, c'est Abban qui lui a demandé de démissionner pour intégrer le comité fédéral. Moi, je pense que ceux d'entre vous qui veulent comprendre l'histoire de la Fédération de France dans le détail, vous ne pouvez pas vous passer de cette période-là. Elle est fondamentale. C'était la cacophonie, c'est vrai. Vous avez même entendu parler FLN Kabyle. Il est issu de cette partie-là. Celui qui dit FLN Kabyle, c'est par exemple dans le livre de Daho Debal. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que FLN, il ne reconnaît pas les 4, mais avec leur interlocuteur, c'est la délégation extérieure, l'Égypte, mais c'est pas avec Ahmed, c'est avec Ben Bella. Quand j'ai lu ça, j'ai perdu un petit peu mes repères. Je vous en parle parce que Daho Debal a quand même un livre très très recommandé, mais il y a des choses à l'intérieur qu'il est difficile de justifier. Et cette partie-là, c'est quoi? Ça, c'est très mal expliqué par l'ensemble des historiens. Ce que je vais vous livrer, c'est une opinion.
Pour moi, ce qui s'est passé ici, c'est un coup d'État. Pourquoi? Parce que soit il y a cette direction-là, les 4, soit il y a cette direction-là, des 8. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est une troisième direction. C'est qui est derrière ça? C'est Harbi. Alors, je ne sais pas, parce que peut-être nos politiciens, nos historiens ne veulent pas le froisser, mais clairement, ce comité d'organisation, il y a même un nom Boulkaroua, qui est mis de l'avant pour prendre la tête de la Fédération de France du FNL. J'y reviendrai pendant les discussions si ça vous intéresse. Le nombre de centaines d'heures de travail que j'ai mis pour comprendre cette partie-là est tout simplement très très difficile à quantifier. C'est une partie qu'on ne peut pas se permettre de ne pas comprendre si on veut comprendre la suite. Ce qui est arrivé, c'est que les 4, ils ont été arrêtés, hormis Doum. Lui, il a été arrêté 3 ou 4 mois plus tard. Donc la bande des 4 là, qui sont la direction du comité fédéral se sont retrouvés en prison en 1958. En plus, ce qui manque, c'est suicide, mais je vais parler de suicide tout à l'heure. On y va, on continue. Donc quand les 4 ont été arrêtés, Salah Louachi, officiellement, il est accepté comme coordonnateur, donc le chef. Donc il restait dans le comité Boul Harouf Monji et Talb Ibrahimi. En 1956, il y a eu le congrès de la Souman. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la participation de la délégation extérieure et de la Fédération de France. Ce que je peux vous dire, c'est que concernant Doum, c'est dans son livre, tout à l'heure je l'ai rencontré, c'est que lui, il sait effectivement, ils ont reçu un premier message joint. Donc, Salah Louachi a tenu une réunion. Au deuxième message, Doum s'est déplacé à San Remo en Italie. À San Remo en Italie, ils ont attendu un troisième message qui n'est pas arrivé. Il est resté là-bas une semaine, puis il est rentré à Paris. Sauf qu'à San Remo, il a rencontré, voyons donc, celui qui a pris la caisse du FNL en 1963. Khida. Il a rencontré Khida pendant une semaine. Mais Khida n'était pas invité par Abban. Abban a invité, il y a un papier officiel que je l'ai regardé, il a écrit, Abban a écrit de préférence Aït Ahmed, parce que relation extérieure, plus Ben Benna, parce que c'est lui, pour les armes, c'est lui qui était censé livrer ses armes. Pourquoi c'est Khida qui l'a rencontré? Je peux pas vous le dire. Toujours est-il qu'il y en a beaucoup qui reprochent justement à la délégation extérieure de n'avoir pas fait l'effort de rentrer tout seul au pays. On a fait celui qui était dans la wilaya de l'Ouest, qui est co-organisateur du congrès de la Souman avec non, pas Boussouf, il n'était pas au sommet. Ben Mehdi est rentré tout seul de l'extérieur. Le reproche qu'on fait aux gens de la délégation extérieure, c'est de ne pas être rentré au pays comme l'a fait Ben Mehdi. Donc, Temim ou Temam, parce que je rencontre les deux, Abdelmalik est arrivé à Paris avec les résolutions de la Souman. Et entre-temps, il y a eu l'arraisonnement de l'avion des 5, et les 5 ont eu accès à la charte de la Souman. 3 des 5 ont répondu. Ça, c'est dans le livre de Talb Ibrahimi, lui aussi je l'ai rencontré la semaine passée. 3 des 5. Donc, Boudia, comment il s'appelle, Ahmed était pour le congrès, fondamentalement pour, Ben Bella fondamentalement contre, et moi ça m'a un petit peu, je ne pensais pas que c'était comme ça, mais d'après Talb Ibrahimi, Boudia était pour la Souman, il voulait juste des ajustements mineurs. Alors, reste maintenant à aller chercher, peut-être que ces documents-là existent réellement, mais c'est un moment très important de notre histoire, parce que pour le commun des mortels, Boudiaf a dénigré le congrès de la Souman. Ce n'est pas ce que Talb Ibrahimi, il l'a dans ses mémoires, il a accordé 7 ou 8 interviews à la chaîne Al Jazeera. Je l'ai écouté 2 ou 3 fois. Il maintient ses propos que Boudiaf était pour le congrès de la Souman, et il me l'a réaffirmé quand je l'ai rencontré samedi passé. Donc, exactement comme on l'a dit. Alors, ce qui arrive, c'est que le décembre de la même année, Abban Ramdan dépêche à Paris un nouveau chef.
Le chef, c'était Salah Louaché, mais lui a mis un chef au-dessus, c'est Mohamed El Bezaoui, à la tête de la Fédération de France. Pourquoi il a fait ça? C'est facile à comprendre, c'est parce qu'Abban, il avait à l'esprit la grève qui allait suivre, la fameuse grève de 8 jours, qui est un moment fondamental dans l'histoire de notre pays. Et puis, on va s'en parler pendant une discussion, parce qu'il est tellement mal connu, Salah Louaché. Parce que si vous êtes chef et qu'on vous demande un chef, la règle est que vous partez. Lui, non. Il n'est pas parti, il est resté pour travailler dans le comité. Il sert le pays. Je suis en train de lire son livre écrit par son épouse française. Je suis juste au début. J'ai tout de suite senti le besoin d'en savoir plus sur cette personne-là. Et quand j'ai rencontré les deux personnes dont je viens de vous parler, Ahmed Doum et Talib Brahimi, c'est trop dire, mais c'est pas loin d'être leur idole. Ahmed Doum, il était dans les scouts musulmans début des années 50 avec Salah Louaché. Il ne tarisse pas d'ailleurs sur lui comme personne qui est toujours dans la recherche de la solution. Alors, la fameuse grève donc, de 8 jours, c'est un moment très important parce que n'oubliez pas, le MNA était en lutte avec le FLN. Et l'un des moments propices où le FLN a pris le dessus en France, c'est la fameuse grève d'une semaine en Algérie, en France aussi, 27 janvier au 5 février, parce que le MNA, ils ont appelé également à la grève, mais pour une journée. Mais la grève s'est déroulée 7 jours. Donc c'est là où les gens massivement ont basculé du côté FLN. La même période, là, pour payer cette grève, c'est lié au fait que pour la première fois, la question algérienne était inscrite dans les discussions de l'ONU. Ce qui arrive, c'est que la France a réagi illico presto. Le mois prochain, ils ont procédé à une vague d'arrestation qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais eu lieu après. C'est 15 grands responsables qui ont été arrêtés, incluant le Djaoui, Talib Brahimi, Salah Louaché aussi, mais c'est l'hécatombe totale. Ça a mis hors de lui Abban, parce qu'apparemment il y avait des mesures de sécurité de base qui n'étaient pas respectées et qui a permis cette arrestation massive. Donc quand il y a cette arrestation, ceux qui n'ont pas été arrêtés, ajouter d'autres, ont constitué le nouveau comité fédéral en mars 1957. C'était un comité provisoire, présidé, donc le responsable c'était Taïb Boualharouf avec Mondjib Boumendjid, et ces trois, rappelez-vous ces noms, ils seront là jusqu'en 1962. L'Adlani, Chouissi et Rabah Bouaziz. Rabah Bouaziz a été dépêché par la Wilaya 4 exclusivement pour s'occuper de l'organisation spéciale pour ouvrir un deuxième front en France. Donc Boudaoud est arrivé au mois de juin, et dès que Boudaoud est arrivé, Boualharouf est parti, Boumendjid Chouissi a été arrêté, et il y a eu la promotion de Mohamed Harbi. Pourquoi je trouve que Harbi n'a pas été correct ici? Il n'a pas mentionné qu'il n'était pas dans le comité fédéral avant que n'arrive Omar Boudaoud. Il était dans des comités qui travaillaient sous l'égide du comité fédéral, mais il n'était pas dans le fédéral. Donc le comité fédéral, rappelons le numéro 7, qui a commencé l'été 57, c'est Boudaoud, l'Adlani, donc les ressources humaines, Bouaziz, l'organisation spéciale, Harbi, presse information, Guedrouj, Mondji, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi les fonctions de l'un et de l'autre. Mondji a été arrêté quelques mois plus tard. Quand Boudaoud est arrivé, c'était 20 000 dirhams et des cotisations à peu près de 23 millions de francs par mois. L'automne 57, c'est un moment très important aussi, c'est la guerre à son paroxysme avec le MNA. La majorité des cadres du MNA ont été éliminés l'automne 57. Alors, plus les années passent, plus le quadrillage est systémique, donc l'équation algérien égale militant est vérifiée. Et 57, on a accéléré les préparatifs pour notre deuxième fois. C'est quoi ça? Ils ont envoyé 3 contingents successifs au Maroc de personnes à former dans les armements, les explosifs, pour pouvoir ouvrir le deuxième front. Il y a eu le déménagement en Allemagne du comité fédéral, et il y a eu un vote. Ça c'est Harbi qui en parle très en détail. Le vote a été 3-3. Ces 3-là contre le déménagement et ces 3-là pour le déménagement. J'ai dit, yes, il y avait quand même une certaine démocratie. Ils ne s'entendaient pas en face au vote. 3-3, la vote du président pris. Ça, Harbi le raconte en détail. Donc le déménagement a eu lieu.
Et le deuxième front a été ouvert, je vais en parler tout à l'heure rapidement plus en détail. Il y a eu des divergences au sommet, ça a commencé ici. Manœuvre déloyale ici, ce que je veux dire, c'est que Harbi a essayé de réunir le comité fédéral en l'absence de Omar Boudaoud. Et Omar Boudaoud a très mal pris ça parce que c'est un membre du comité fédéral, c'est juste le coordonnateur qui a le droit de réunir le comité. Donc, s'appeler ça un coup d'État si vous voulez, pour moi c'en est un. La relation de confiance est rompue totalement entre Mohamed Harbi et Omar Boudaoud à partir de l'instant où Harbi a essayé de réunir le comité fédéral. Sans la présence de Boudaoud. Donc ce qui est arrivé, septembre 58, Harbi a quitté, donc le nouveau comité fédéral, Boudaoud, Dagdani, Bouaziz, et Haroun qui est arrivé à l'été 58 également intégré, donc il s'est occupé presse et information, fin des luttes intestines. Mais par contre, la lutte avec la France tenait des proportions beaucoup plus grandes, un moment propice où c'est pas encore admis officiellement, un assassinat d'État de l'avocat Ould-Daoudia a été assassiné à la sortie de son bureau, donc au mois de mai 59. Je passe rapidement parce que j'ai peur de ne pas couvrir ce que je veux couvrir. Oui, le MNA a été chassé presque partout. Hein. Donc oui, il a gardé certains fiefs, Lille, Valenciennes, Strasbourg, jusqu'à l'indépendance. FPA, ce sont les forces de police auxiliaires. Je suis également en train de lire un livre sur ça, écrit sur eux. Ben, c'est les Harkis ramenés d'Algérie pour lutter contre les Algériens qui étaient en France, si vous voulez ça, en une seule phrase. La France n'a jamais arrêté d'essayer de diviser pour régner, parce qu'ils ont ramené ça en 59, et en 59 également, ils ont libéré le Sali. Or, en 59, les négociations avec l'Algérie se sont accélérées, mais ils se donnaient aussi cette voie d'intégrer le Sali à l'intérieur, ce que les FLN ont rejeté, évidemment. Je passe rapidement parce que j'ai beaucoup de matière sinon que je ne vais pas couvrir. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que quand il y a eu les premiers incidents entre l'état-major général et GPRA et que l'état-major était comme obligé de quitter la Tunisie, ils se sont réfugiés en Allemagne, chez la Fédération de France. Juste pour vous dire le rôle modérateur qu'ils ont joué. Sauf que ça aussi, bon à savoir, le dernier CNRA, Conseil national de la Révolution, ça c'est le Parlement, hein, 34 membres et 34 suppléants. Le dernier a été présidé par Boudaoud. C'est juste vous dire à quel point le rôle de la Fédération de France était important. Et quand le clan Douzda a pris le pouvoir, à partir de Tlemcen, Boudaoud a été appelé 2 fois par Bentela pour intégrer donc, le nouveau gouvernement qui allait se former. Il a refusé. Il n'était pas le seul. Talib Brahimi aussi a refusé et Fodil Ben Salim également a refusé. Lui là, c'est quelqu'un de mon village. Hein. Je pense que si cette personne-là, c'est le premier maire de Michelet, l'originaire de cette région-là. Si cette personne n'avait pas existé, probablement je ne serais pas aujourd'hui devant vous, parce que mon souvenir d'enfance, c'est 2 bagarres d'enfants. Lui, quand il est rentré, il a convoqué les gens du village. Bagarres d'enfants qui se sont transformées entre bagarres entre femmes et bagarres entre adultes. Et tout le monde pensait qu'il allait venir régler le compte de cette famille-là, parce que lui, cette famille, c'est NB, c'est Net, c'est lui. Au contraire, il les a tous vilipendés avec des termes que les gens n'osaient pas répéter après, leur disant que vous allez exterminer le village à cause des enfants qui se battent. Et moi, je ne comprenais pas. Donc, je ne comprenais pas pourquoi il n'a pas pris la position de sa famille. 62, moi, j'avais 8 ans. Donc, et ensuite, c'est devenu quasiment de la fascination. Et puis, si vous regardez le parcours de ce gars-là, il a fait ses études en Tunisie. Il est né en 37. Hein. Donc, il a été condamné à mort en 57. Il était prof d'arabe en prison. Il a été assassiné lors des maquis du FFS à l'âge de 27 ans. Il a un frère qui a été tué parce qu'il ne faisait pas partie de la compagnie d'acheminement des armes. J'ai fait beaucoup de recherches pour écrire un article sur lui. Je ne suis pas arrivé à réunir la matière que je voulais faire, mais par contre j'ai rencontré toute sa famille
et j'ai rencontré beaucoup de gens connus et inconnus. C'est lui qui était derrière le travail que je fais depuis de nombreuses années. Cette conférence n'était vraiment pas dans le décor il y a encore quelques temps. La guerre FLN-MNA, je l'ai survolée rapidement. Ce que je veux ajouter, c'est que j'ai essayé de comprendre comment les Qasma, qui étaient d'obédience messaliste, sont passés FLN. Et qui de mieux pour raconter ça que la Qasma de Sochaux. Sochaux, c'est la première Qasma qui est passée du côté du FLN. Et c'était qui le responsable de la Qasma, la personne que j'ai rencontrée la semaine passée, donc Ahmed Toub. Donc j'ai un enregistrement avec lui juste pour cette question-là. Je suis resté chez lui plus de 5 heures. Mon épouse s'est inquiétée parce que j'ai tardé beaucoup pour rentrer à la maison. Mais en fait, le courant est très très bien passé. On a fait le tour de toutes les questions. C'est important de le comprendre de l'intérieur. Et quand vous le comprenez, vous dites des choses compliquées avec des solutions simples. Je vous résume ça en une phrase, c'est parce que lui, il était très très proche des militants et lui-même ne croyait plus en Messali. Donc ce qu'il a fait, des lettres envoyées aux gens, mais il les recevait à partir du Caire pour les convertir avec l'annonce du 1er novembre, et les gens, ils ont marché. Et ça s'est ensuite généralisé dans d'autres Qasma, en particulier le même mois, 13e et 14e arrondissement de Paris. Des réunions de confrontation. Un représentant du MNA, Mouvement National Algérien, qui prend la parole juste après la prise de parole du représentant du FLN. Et ils disent aux gens, écoutez les deux. C'était quoi le problème? Le problème, c'est que la majorité des émigrés étaient sûrs que la guerre ne pouvait être déclenchée que par Messali. Donc, vous pouvez imaginer l'immense challenge qu'il avait de renverser le point de vue des gens que ce n'était pas Messali. Et ils ont envoyé des personnes en Algérie pour prendre contact avec les maquis, pour voir qu'effectivement, les maquis, c'était des maquis FLN et pas MLN. Donc pour résumer ça, c'est plus le FLN gagnait du terrain, plus il était attaqué. Le FLN a commencé à riposter qu'à la fin de l'année 1955, à partir de décembre 1955. Parce que ce volet-là, il est totalement occulté. Harvey, qui est fondamentalement pour le MNA, si on regarde comment ces vidéos ont été montées, ne relate pas la partie où c'est le MNA qui a attaqué le FLN. Ensuite, il y a eu les groupes de choc, c'est le FLN qui commençait à prendre le dessus, ils sont plus nombreux et au point de rendre la situation intenable dans la majorité des coins de France pour les responsables du MNA. Oui, là tu me dis, alors je vais aller aux conclusions. Ça c'était un grand coup, deuxième front. N'est-ce pas lui, il est membre du bureau politique du MNA. Il est allé au FLN avec la caisse et les archives. On passe rapidement aux parties perdues, sauf dans quelques fiefs. Ça c'est mon deuxième héros. Lui je l'ai rencontré il y a 7-8 années en arrière, je l'ai rencontré même 2 fois. Parce qu'il y a des gens d'ici qui sont originaires de... Plutôt donc... voyons donc. Allez, je passe rapidement. Personne n'a jamais rencontré ce personnage? Non. On passe rapidement, c'est mon deuxième héros si vous voulez. Deuxième front, ouverture le 25 août 58, c'est pour la première fois la guerre est menée dans le territoire du pays colonisateur. J'y reviendrai pendant les discussions. Regardez, un moment très très fort. Quand j'ai rencontré Mohamed Doum la semaine passée, c'est une personne très très posée, très brave. 94 ans, et sa tête aussi bonne que la mienne, donc la vôtre aussi probablement, peut-être meilleure. Très très alerte. 94 ans, le seul moment où je l'ai vu qu'il était comme il voulait sortir de ses gants, c'est quand on a parlé du 25 août 58, il m'a parlé de Aïssaoui. Aïssaoui, c'est lui qui l'a recruté. C'est lui qui a fait le coup le plus célèbre, c'est Morépian. Morépian, c'est une raffinerie à Marseille qui a brûlé. C'est Aïssaoui qui est derrière. Et aujourd'hui,
on veut faire ressortir d'autres personnes responsables autres que Aïssaoui, ça l'a fait sortir de ses gonds. Lui, certains d'entre vous le connaissent, c'est un ancien shérif. Mustafa Chérif. Non, c'est pas Mustafa Chérif. Non, Mustafa Chérif n'était pas fédération de France. C'est l'ancien maire de Galma. Il n'y a personne que. Pas le maire, l'ancien wali de Galma. Personne de Galma ici. Ici, il était la fédération de France. Nazian Chérif. On passe rapidement. Lui, là, il mérite une conférence à lui tout seul. Pourquoi le livre là, de Daoud El-Bal, je l'ai énormément mis de l'avant. C'est un livre excellent. C'est le premier livre à parler en détail de Aïd Mokhtar. Aïd Mokhtar, c'est lui la cheville ouvrière de l'organisation spéciale Rabih Bouaziz. Si vous voulez, c'est le politicien. Rabih Bouaziz, il y a un excellent livre que sa femme a écrit également pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ça. Alors, les réseaux de soutien, bon, il y en a énormément, vous les lirez sans moi. Un moment important, le Curiel, juste un mot. C'est un banquier, fils de banquier. Il a résolu le plus grand problème qui se posait à la Fédération de France, le transport des fonds. Avec lui, c'est devenu juste un jeu d'écriture. Vous n'avez plus besoin de convertir l'argent. Vous le mettez dans la banque et vous le récupérez dans une banque d'un autre pays. Il a fait franchir à la Fédération de France du FNL un pont anti-libre. Les manifestes de 121. Pourquoi j'ai apprécié beaucoup c'est quelque chose que je ne savais pas, par exemple. Tabib Alawi m'a dit l'OHC a été arrêté en 57. Ça, le manifeste de 121, c'est à peu près 1960. Il me dit, c'est le travail de Salah Louachi qui a porté dans le long terme. Donc, ce sont des personnalités qui se sont alignées comme étant pro-indépendantes de l'Algérie. Donc, le droit à l'insoumission et aider le FNL. Troisième héros, lui je le connais depuis le début des années 80. Il se trouve être le père d'un ami à moi, donc on se voyait régulièrement jouer aux cartes. Lui, il était dans tout ce qui est livraison, donc au bord d'une moto, sur une moto, il livrait à travers la France les colis. Lui-même ne savait pas. J'ai parlé plusieurs fois avec lui. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Arrêté en 58, condamné à mort parce qu'il était impliqué dans plusieurs affaires. Il a fait le tour des prisons françaises et c'est en prison qu'il a appris qu'il a été pris en charge par le comité soutien aux détenus. Il a appris à lire et à écrire. Donc, grâce à l'avènement du général de Gaulle en 58. J'aurais malheureusement pas le temps, mais ça, vous pouvez le faire ça. Ça, c'est dans le livre de Daoud El-Bal. Pourquoi je vous dis c'est un excellent livre. Ceux qui s'intéressent à la Fédération de France, je suggère vivement de regarder ces livres, malgré ces insuffisances que j'ai soulignées. Zina Harek. Aïcha Liwat, elle était femme de ménage, mais c'était elle qui indiquait les cibles et MENA aux gens du FNL pour les liquider. Elle était femme de ménage dans 3 hôtels du MNA. Elle, Zina Harek, c'est la sœur de Omar Harek. Omar Harek, c'est la région de Lyon, c'est le chef de la région de Lyon. Zina Harek, c'est la seule personne qui a accédé à Aïd Mokhtar. Elle a accédé à Aïd Mokhtar parce qu'elle a montré. D'abord, elle a un physique d'une européenne, donc elle a beau transporter les meilleures armes du monde, il la fout jamais. C'est parce qu'elle sa mère est d'origine, sa mère est allemande, son père est algérien. Harek, c'est ses titres. Aïcha Aliwat, c'est un nom kabyle. Harek, je ne sais pas, mais elle, je sais qu'elle est de la région de Sétif. Aliwat, je ne sais pas d'où sont les Aliwat. Manifestation du 17 octobre 61, je ne vais pas vous lire ça. Ceux d'entre vous qui s'intéressent, j'ai écrit un article paru dimanche passé dans le Watan. Tout ce que le Watan a changé, c'est le titre. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, c'est pas parce que moi je l'ai mis le 17. Le journal a publié le 20, mais sinon le contenu c'est 1 sur 1. C'est 1 sur 1 le même contenu. Si ça vous intéresse, je vous le résumerai après parce que je dois passer rapidement. Ben merci de m'avoir. Merci Rachid pour cette excellente conférence.